en ligne, en distanciel. Et bienvenue à Rennes pour ceux qui débarquent ce matin pour cette deuxième journée des rencontres Tourisme Bretagne. Ce qui nous intéresse pendant cette heure, ce sont les tiers-lieux, tisser des liens entre habitants et voyageurs, l'opportunité des tiers-lieux. 4 expertes et experts avec moi sur cette petite scène du réfectoire. Si vous voulez poser des questions, c'est pas compliqué. Si vous êtes en ligne, il y a un chat pour cela. Et puis, si vous êtes présent à Rennes, il suffit de scanner le QR code que vous avez sur votre badge et vous arrivez sur une page. Vous pouvez mettre votre nom, votre prénom ou pas et poser la question à un intervenant précis si c'est le cas. Oh, bonjour Françoise Mène. Vous venez d'où, vous? Du 29? Ah, on vient du 29, oui, on est en force dans la salle et au-delà. On vient de Plouhinec, ouais. baie de Dierne. Les ateliers Jean Moulin. On va le voir tout à l'heure, les tiers-lieux sont tous très différents, aménagés parfois dans des fermes, des petites maisons, parfois dans des grands jardins, des rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée des tours ou dans une boutique. Le vôtre, à Plouhinec, il bat des records en termes de surface. Ah, oui, en termes de surface, certainement. Surface de bâti, c'est un ancien lycée de Charpente-Maritime, donc on est sur 17 000 m² de bâti, voilà, avec différentes structures. À l'intérieur, on bénéficie de l'ancien internat, donc ça fait à peu près 70 lits. On a transformé les anciens appartements de fonction en appartements partagés pour les saisonniers. Après, on a 15 entreprises qui sont installées sur le site, 15 entreprises artisanales qui commencent à ouvrir une communauté de professionnels sur le site. Et puis après, il y a toute une programmation culturelle et artistique parce qu'on a 21 salles de formation, de la restauration collective, etc. Ouais. Vous occupez quoi, 5% de l'espace là pour l'instant? Ah non, non. Il reste en... Vous êtes à l'étroit? Non, on n'est pas à l'étroit, mais il reste encore de la place. Alors, avec nous également Akira Alavo. Salut Akira. Bonjour. Pour représenter la Maison Glaze et également le collectif Bretagne Tiers-Lieux. Vous avez créé la Maison Glaze il y a pas si longtemps que ça, hein, qui se trouve dans un endroit incroyablement beau. C'est à Gavre. Alors, c'est où précisément et en quoi consiste le lieu en 2 mots, la Maison Glaze, Akira? Ok, 2 mots, ça va être compliqué, comme tous les tiers-lieux de toute façon. 3 alors. Allez. Non, Maison Glaze, c'est nous, on occupe une ancienne friche militaire qui a été transformée, donc 300 ans d'histoire militaire sur ce lieu, qui a été transformé en centre de vacances de plein air par l'armée en 67 et désaffecté en 2010. Donc nous, on est beaucoup moins gros que chez Françoise, là, aux ateliers Jean Moulin. Vous avez un grand terrain quand même. Par contre, on a un grand terrain, 1,5 hectare. Et là, ce qui est assez fou, effectivement, c'est que c'est en bord de mer, quoi. On est la pointe qui est à l'entrée de la rade de l'Orient. Donc c'est bordé, c'est un quadrilatère bordé de 2 côtés par d'un côté la rade, de l'autre côté l'océan, vue sur Groix et tout. Très, très sympa, reste que c'était une friche abandonnée. Hein, quand on a récupéré le lieu, au départ, il y avait des tags, de l'eau partout, etc. Et donc là-dedans, on a transformé cet ancien endroit en camp d'action, en camp de base de réflexion et d'action climat, action climatique. Voilà, on a à la fois, comme dans plein de tiers-lieux, une pluralité d'activités. C'est des choses autour de travailler autrement, donc espace de coworking, centre de formation, séminaires, etc. Des choses autour de programmation culturelle et éco-culturelle d'ailleurs, autour de l'exploration de modes de vie plus adaptés à ce qui est en train d'arriver, une dimension agroécologique autour de la gestion de la parcelle, et puis après tout un tas de choses. Enfin, c'est notre modèle économique pour le coup, hein, l'activité d'accueil de voyageurs, des lits en gîte d'étape, des lits de plein air, des lits en cabane insolite aussi, un café. Et puis, quoi dire d'autre, et puis voilà. Et tout a inventé encore. Et tout a inventé encore, oui, c'est un projet qui date, qui a commencé en 2019 sous un format de préfiguration et qui a ouvert au public juste après le premier confinement. Et si, Akira, vous avez réussi à mener ce projet, c'est grâce à votre énergie. Voilà. Mais pas que, c'est aussi grâce à Pierre-Yves Louc et France Active. Bonjour. Oui, bonjour. Alors,
pas grâce à moi, grâce à mes collègues, parce que Akira a été accompagné par mes collègues. Mais oui, alors, en 2 mots, France Acquis-Bretagne, alors nous on a une surface encore beaucoup plus petite que les ateliers Jean Moulin et Maison Glace, parce qu'au siège il y a 150 mètres carrés. Donc oui, là on n'est pas sur la même surface. Mais il faut s'installer. Il faut peut-être s'installer effectivement aux ateliers Jean Moulin. Donc nous on intervient, on est un peu la boîte à outils des entrepreneurs engagés d'un point de vue sociétal. On a le soutien de la région et de la Banque des Territoires, de la métropole notamment, pour qu'on puisse appuyer les projets d'entreprise de l'ESS et notamment les tiers-lieux de l'émergence jusqu'à la relance quand les structures connaissent des difficultés. Et donc on va mobiliser des actions de conseil, de mise en réseau, de financement pour que les projets puissent être le plus solides possible au démarrage et les moyens de leur ambition. On sait qu'il y a un taux de sinistralité, pour utiliser un mot barbare, qui peut être important dans la création d'entreprise. Ça existe aussi dans les structures de l'économie sociale et solidaire. Et quand les porteurs de projets passent par nous, on essaie au mieux de limiter ce risque-là par le conseil et les outils financiers qu'on mobilise. On va en reparler. Françoise, les ateliers Jean Moulin sont labellisés Fabrique de territoire, un dispositif national lancé par l'État en 2019 afin d'accompagner et d'accélérer la dynamique de développement des tiers-lieux dans les territoires. L'explosion est réelle, il y avait 1800 tiers-lieux en 2018, probablement 3500 à la fin de l'année 2022, vous confirmez? Oui, vous voulez nous faire un état des lieux national? Je fais un petit état des lieux, on va passer peut-être juste la cartographie, s'il vous plaît, merci. Alors, une cartographie, ça vaut ce que ça vaut. Là, l'intérêt, c'était de vous montrer que ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est un paradoxe. Je vous montre une cartographie qui n'est pas une limite, qui est juste un début. Cette cartographie, elle est née aussi d'un avant. Si l'État s'est intéressé au tiers-lieu, c'est parce qu'elle en a reconnu la valeur sociale, la valeur comme laboratoire d'innovation aussi, et comme aussi une valeur de ce qu'on appelle dans le jargon des lieux infinis. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont en perpétuelle invention, qui se réinventent avec une forme de fragilité, forcément, puisqu'on n'est pas dans un standard. S'il y avait un standard, à la limite, eh bien, peut-être que ça serait moins fragile, mais si c'est fragile, c'est parce que c'est très agile aussi. Et cette agilité-là, l'État a décidé d'aider les territoires, et notamment 2 types de territoires, les quartiers politiques de la ville et les territoires ruraux isolés, en créant un label qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas pour nous, il nous a beaucoup aidé au démarrage, qui s'appelle donc Fabrique de territoire, qui est un véritable réseau. Il y a 300 lieux qui sont dedans et qui sont rejoints aujourd'hui par une deuxième opération et programme national qui s'appelle Manufacture de proximité, dont vous allez entendre parler sur vos territoires, puisqu'il y a en tout une centaine de manufactures qui sont en train d'être labellisées. On a la chance d'être dans la 2e vague de ce programme. Il y a une 3e vague qui est en route. Ces manufactures, elles vont aider aussi les territoires, et notamment beaucoup de fabriques, à pouvoir relocaliser des productions. Et des productions très diverses. Ça va de la dentelle du Puy au fuseau, à la charpente navale chez nous, à la laiterie dans la Normandie, ou à des pratiques éco-responsables en Ardèche, et je pourrais vous en citer des centaines de ce type-là. Donc ces programmes nationaux-là, pour nous, ils ont été des points d'appui. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont des points d'appui, et ça nous a permis aussi de nous mettre en réseau de manière, pour Fabrique de territoire en tout cas, assez structurée. On fait aussi, bien sûr, partie d'un autre réseau, Bretagne Tiers-Lieux, dont Akira parlera tout à l'heure, mais la question des réseaux est extrêmement importante. Donc sur la cartographie, si on voit un point, eh ben, en fait aujourd'hui il y a d'autres points à côté, et il y a d'autres points derrière. Et on ne verrait pas en fait la France, ça ne serait qu'une petite touche de multitude de tiers-lieux, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, on est autour de 3005, mais après, c'est ce qui est recensé. Alors, tout n'est pas recensé, il n'y a pas réellement de recensement officiel. Et puis après, il y a des lieux alternatifs qui sont tellement alternatifs qu'ils refusent de rentrer dans quelque réseau que ce soit. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Merci Françoise. Jean-Luc Boulin,
Vous, l'expert en tourisme, spécialiste des organismes de gestion de la destination et de l'innovation, est-ce que dans 10 ans, on fera une carte comme ça des offices de tourisme transformés en lieux hybrides, accueillant, je sais pas, des coworkers, des habitants, des visiteurs? Est-ce qu'on peut se projeter? Oui, on peut se projeter. Je pense que de plus en plus, on aura des équipements comme ça, mais contrairement à ce que je croyais, c'est plus à l'initiative publique qu'on le devra qu'à l'éclosion de tiers-lieux ou offices de tourisme et collectifs de tiers-lieux se rencontrent. Puisqu'en fait, quand on a commencé à parler d'offices de tourisme et tiers-lieux il y a 7-8 ans, on avait d'un côté des techniciens d'offices de tourisme qui voyaient tout l'intérêt de s'ouvrir aux habitants, d'avoir d'autres activités. Et on avait des tiers-lieux qui commençaient à éclore et à vivre. On a eu quelques expériences, notamment une en Lot-et-Garonne, où l'Office du tourisme a participé à générer un tiers-lieu. Ça a duré 1 ou 2 ans, et puis ça n'a plus fonctionné. Et on s'est rendu compte que malgré beaucoup de rencontres, de liens en région Nouvelle-Aquitaine, on a travaillé entre le réseau des offices de tourisme et la coopérative des tiers-lieux, qui regroupe l'ensemble des tiers-lieux de la région. Il y a eu beaucoup de perméabilité, mais pas beaucoup finalement de réalisations concrètes. Et les premières réalisations qui aujourd'hui se manifestent et existent sont en fait à l'occasion souvent de construction de nouveaux bâtiments pour les offices de tourisme, où on amène des fonctions nouvelles à l'office de tourisme qui permettent de tisser du lien avec des habitants, mais on n'est pas fondamentalement dans un tiers-lieu. Je pense que on y viendra sans doute, la gouvernance y est pour beaucoup en fait. D'un côté, on a un service public qui est créé à l'initiative d'une collectivité, et d'un autre côté, quand on est dans un tiers-lieu, on a un collectif qui est d'un ensemble d'initiatives à un moment donné, et qui n'est pas forcément dans le cadre d'une collectivité territoriale. Akira, la Bretagne participe grandement à l'explosion des tiers-lieux en France. Oui, il y a effectivement... Mais je voudrais juste, avant ça, quand même rebondir là-dessus. Si vous me le permettez, parce que 2-3 regards dans la salle... On va y revenir sur les OT transformés en tiers-lieux. Ça marche, ok. Mais du coup, c'est intéressant aussi pour pouvoir parler tout petit peu, introduire justement ce que je vais dire sur la question des réseaux, du réseau Bretagne tiers-lieux, et puis des tiers-lieux, finalement, qu'on représente ici sur la région. Un tiers-lieu, ce n'est pas un équipement, en fait. C'est ça tout ce que tu viens de dire. Ah, c'est ça que vous vouliez dire, en fait, finalement. Et oui. En réponse à Jean-Luc. Un tiers-lieu n'est pas un équipement. Tiers-lieu, c'est un processus social. C'est un processus social qui vient se nourrir de 3 choses. Il vient se nourrir au départ de dynamiques très individuelles d'émancipation. D'émancipation individuelle, ce qu'on peut appeler dans la vie de tous les jours, des gens qui sont un peu en transition, qui sont en quête de sens, en quête de reconversion professionnelle. Les gens qui viennent passer la porte d'un tiers-lieu pour travailler, par exemple, sont des gens qui sont dans des transitions professionnelles. Et d'ailleurs, dans nos territoires bretons, beaucoup de gens en transition géographique, des gens qui viennent se réinstaller ou réinvestir des maisons secondaires, des maisons secondes, etc. Donc il y a vraiment cette notion de transition d'individus qui ont envie d'intégrer un collectif, de nourrir un collectif, de nourrir une dynamique collective. Et ça, c'est la deuxième notion de tiers-lieu. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne peut pas décréter un tiers-lieu. Un tiers-lieu ne naît pas. On ne naît pas tiers-lieu, on le devient parce qu'il y a une construction collective qui peut avoir plein de codes différents. Et tout ça, c'est une exploration qui est intéressante. Et ensuite de ça ne suffit pas. Ça peut faire un club. Qu'est-ce qui va faire qu'une dynamique d'émancipation, des dynamiques d'émancipation individuelle qui vont s'agréger dans des dynamiques collectives, dans une dynamique collective, va faire tiers-lieu? C'est parce qu'elle va venir crocher dans une politique publique. En fait, elle va venir travailler l'intérêt général, elle va venir travailler un intérêt, en tout cas un sujet qui est plus large que juste l'intérêt du collectif qui le porte. Et ça va prendre plein de formes. Ça peut prendre la question de la production sur les territoires, c'est l'enjeu des manufactures de proximité. Ça peut prendre la forme de tiers-lieux nourriciers, quand on parle d'agriculture, de ce genre de choses. Ça peut prendre la forme parfois de tiers-lieux avec une dimension d'accueil de voyageurs. Ça peut prendre des formes de paysages. Et là, ça renvoie à toute la biodiversité qu'on peut trouver dans ce milieu-là. 3000 tiers-lieux en France, à peu près. Ça, c'est ce dont Françoise vient de parler. En Bretagne, on
on pense, à peu près sur 300 lieux, dont 180 sont cartographiés et ont été recensés par le travail de Bretagne Tiers-Lieux et puis de France Tiers-Lieux aussi. Et c'est ce réseau-là, nous, qu'on représente avec certains membres du bureau présents ici aussi. Donc, pour terminer sur l'histoire des tiers-lieux, donc vraiment dynamique d'émancipation individuelle, collectif, intérêt général, et là-dessus, ça se cristallise dans un lieu, voilà, dans quelque chose de physique, quoi. Et c'est aussi toute la raison pour laquelle c'est un objet qui est fluide, qui est embêtant pour les pouvoirs publics, parce que d'un côté, c'est vachement chouette, parce que ce sont des lieux d'intermédiation culturelle, sociale, politique aussi, d'une certaine manière. C'est aussi pour ça que c'est tiers. C'est pas le public, c'est pas le privé, c'est quelque chose comme ça, voilà, qui est autre. C'est pas chez soi, généralement on dit ça sur la définition, c'est pas chez soi, c'est pas le boulot, c'est autre. Voilà. Donc c'est une sorte d'ailleurs qu'on construit ensemble. Et c'est aussi pour ça que ça intéresse les politiques touristiques et de développement touristique. Donc en Bretagne, 300 tiers-lieux à peu près, 180 recensés, on va dire, par Bretagne Tiers-Lieux, dont 19 fabriques de territoire, donc c'est lieux ressources pour le mouvement tiers-lieux, et puis 3 manufactures de proximité. Voilà. Donc, et puis après, juste un tout petit mot pour le réseau Bretagne Tiers-Lieux, qui est un réseau en émergence, qui actuellement est en préfiguration, mais là on touche à la fin de la préfiguration. Là, je pense que là on commence vraiment à être super structuré, etc. D'ailleurs, on a un événement de lancement, je le dis à la volée pour tous les tiers-lieux qui nous écoutent. On a un événement de lancement à la fin juin, inauguration et puis démarrage de tout un tas d'activités. Donc voilà, la pub est passée. Merci Akira. Les tiers-lieux, ce sont des Fab Labs, des espaces de coworking, des recycleries, des fabriques de recherche, des friches culturelles. France Active propose des leviers financiers pour accompagner ces projets de tiers-lieux. Vous devez crouler sous les demandes en ce moment, non ? Alors, crouler sous les demandes, le mot est peut-être un peu fort, mais effectivement, il y a énormément de projets qui sont initiés, alors ou par des collectifs de citoyens, enfin, tu l'as très bien dit Akira, ça peut venir de plein de manières différentes des projets de tiers-lieux. Avec des modèles économiques aussi qui sont très différents les uns des autres. On a beaucoup de flux et un de nos rôles aussi, c'est de permettre, en étant parfois un peu l'aiguillon, quand il y a des porteurs de projets, de pointer les zones de fragilité sur des modèles économiques qui ne sont pas simples à construire et de mobiliser effectivement des outils de financement. On finance notamment des études de faisabilité, donc des subventions qui vont jusqu'à 20 000 euros, et qui permettent de finaliser des études de faisabilité pour circonscrire au maximum le risque à la création. On va ensuite mobiliser des garanties d'emprunt bancaire, des prêts pour faciliter le bouclage du plan de financement, financer des investissements, du besoin en fonds de roulement. Désolé, j'utilise des termes un peu barbares, mais le besoin en fonds de roulement, c'est vraiment essentiel parce qu'il y a un décalage de paiement des subventions qui peut mettre en difficulté les tiers-lieux à leur lancement. Donc on a toute une batterie d'outils qu'on va mobiliser en fonction de la typologie de tiers-lieux, du stade d'avancement du projet. Et c'est très important de préciser que les tiers-lieux sont tous différents. Moi, je me méfie toujours un petit peu des modèles un peu standardisés, normés, en disant voilà, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu, c'est ça. Non, les tiers-lieux, ils sont tous différents selon la mayonnaise territoriale qui prend. Il faut vraiment avoir une approche au cas par cas des tiers-lieux pour travailler sur leur viabilité économique. Des grands modèles, des grandes normes, des grands standards, ça ne fonctionnera jamais avec les tiers-lieux. Ouais. Justement, François, j'allais vous demander quel était le modèle économique des ateliers Jean Moulin, mais du coup, je ne sais pas comment expliquer. Je vais enlever le mot modèle. Alors, quelle est l'économie de... Parce que vous faites toujours un modèle économique. Ouais, vous faites de l'hébergement, vous faites des artisans. C'est un lieu très différent. Oui, alors moi j'aimerais rebondir sur les... Ah, mais vous rebondissez tous, d'accord. Les deux dernières... Bah oui, parce que c'est fondamental pour moi ce qu'a dit aussi Akira par rapport au fait que c'est pas un équipement, un tiers-lieu. Moi je rajouterais qu'il y a une dimension utopique. Et cette dimension utopique, c'est aussi ce qui va rejoindre les personnes qui viennent nous voir. Parce qu'on va parler de ça. Pourquoi nous on est là? On n'est pas du tout professionnels du tourisme. Les ateliers Jean Moulin, nous ne sommes pas professionnels du tourisme. Il n'y a pas de vocation. Et on n'a pas cette vocation-là, mais on se retrouve avec des flux de personnes. Donc on va parler, j'espère bien, sur pourquoi ils viennent. Voilà, qu'est-ce qu'ils viennent faire et qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Mais cette part d'utopie, moi j'aime bien reprendre la définition qu'avait donnée le philosophe Foucault
à la fin des années 60, où il avait dit finalement un tiers-lieu, c'est quand même pas d'aujourd'hui, c'est le premier tiers-lieu, c'est quand on est enfant, quand on est qu'on joue sur les lits familiaux, qu'on plante un bâton, un manche à balai, qu'on en fait une tente, et qu'on a transformé le lit en tente et qu'on invente un monde. Et c'est exactement, moi c'est toujours ce qui m'a porté. J'ai beaucoup travaillé avec la Biennale de Venise, la Biennale d'architecture, sur la notion de lieu infini. Et c'est cette dimension-là, moi, qui habite Jean Moulin et d'autres projets, parce que c'est bien une question d'utopie. Si on ne croit pas à cette utopie, on ne fait pas un tiers-lieu. Un tiers-lieu, ce n'est pas un lieu commercial. Du coup, on va revenir sur la question de comment ça fonctionne, puisqu'il faut bien de l'économie. Mais c'est cette utopie-là qui est importante et qui reste pour moi le moteur. C'est une grande tente, hein, Jean Moulin. Oui, c'est ça. Ben oui, mais c'est exactement ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit au jour le jour. Alors, pour répondre à ta question très précise sur le modèle économique, forcément, il y en a un, puisqu'il y a des comptes à rendre d'abord parce qu'on reçoit aussi de l'argent de l'État, par exemple. On est très accompagné par le Conseil régional de Bretagne, qui est le propriétaire, qui reste le propriétaire du lieu. Donc, il y a de l'argent public. C'est tout à fait logique déjà d'avoir ce rapport de qu'est-ce qu'on rend compte quand on reçoit de l'argent de ces institutions-là, et puis parce que effectivement il y a des salariés, il y a quand même, c'est un monde du travail, comme le dit Akira, c'est un monde autre. C'est pas l'école, c'est pas la maison, c'est pas le monde du travail, mais c'est à la fois un lieu apprenant, à la fois un lieu où on travaille, et il peut y avoir la très belle convivialité d'une maisonnée. Ça, c'est sûr. Alors, nous, particulièrement, on a des sources de financement qui sont diversifiées. On vient de parler de subventions, donc État et Conseil régional. Nous n'avons pas de subvention départementale, nous n'avons pas de subvention communauté de communes et communes. Alors, communauté de communes et communes, c'est un choix. Les maires font partie de l'association. Ils sont donc associés, mais pas majoritaires. Ils sont associés aux décisions, mais par contre, on ne demande pas de financement sur le territoire parce que ça donne aussi un autre rapport. Et c'est ce rapport très souple, très convivial et comment dire, au quotidien qu'on recherche avec nos collectivités en proximité. Le nerf de la guerre pour nous en termes de recettes, on va dire ça comme ça, c'est l'hébergement. Et nous avons une particularité qui est d'avoir, pour le coup, l'internat dont on parlait tout à l'heure et que gère Geoffrey qui est dans la salle. Cet internat-là, il accueille, quand je disais tout à l'heure, nous ne sommes pas des professionnels du tourisme, mais nous n'accueillons pas, nous, de passagers, de visiteurs individuels. On n'a pas du tout cette vocation-là. On n'accueille que des grands groupes qui ne trouvent pas de solution pour se poser en Cornouailles, puisque même à Quimper, qui est le plus gros bourg pour nous après, Douarnenez et Quimper, il n'y a pas d'auberge de jeunesse. Il n'y a même pas d'auberge de jeunesse. Donc en solution, au-dessus de 20 personnes, il y a des gîtes, il y en a peu, ça va jusqu'à 20, 25. Après, ça n'existe pas. Donc nous, on accueille des groupes qui arrivent avec 25, 30, 40, 50 personnes. Dans le dortoir. Et c'est des anciens dortoirs, alors c'est des chambres de 2, hein. C'est pas les dortoirs qu'on a connus il y a très très longtemps. On n'est pas là-dedans. C'est des chambres de 2, mais c'est pas un confort extraordinairement moderne qu'on pourrait... C'est quand même basique comme accueil. Et ça convient à toute une typologie de groupes qui vient, que ce soit des marcheurs, que ce soit des chercheurs en séminaire, que ce soit des sportifs. Et ensuite, on rend service au territoire à notre manière. C'est-à-dire que cet outil-là, il est mis à la disposition aussi de tous les sauveteurs de l'été. Donc l'été, on a toute Alerte Malibu de toute la côte, voilà, wow. Et qui va rencontrer en même temps l'Académie musicale du Grand Ouest. Donc on a Mozart qui rencontre Alerte Malibu. Et là, je peux vous dire que c'est fantastique, mais c'est aussi ça. Par exemple, les sauveteurs, au tout début, ce sont les premiers à être arrivés. Ils ne comprenaient pas.
Mais là, on va être avec d'autres groupes, c'est pas possible. Voilà, c'est des sportifs. Non, c'est des musiciens, c'est des violonistes, etc. Et cette culture-là de la mixité d'usage et la mixité d'usagers, c'est aussi un très gros marqueur des tiers-lieux, pour moi. La troisième source de financement, elle est moindre. Elle est inversement... c'est l'inverse de ce qu'on va trouver dans des tiers-lieux en milieu urbain. C'est-à-dire qu'en milieu urbain, dans les grosses zones urbaines, et on en vient, on était dans l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, dans l'expérience qui s'appelait Les Grands Voisins. Dans ce type d'expérience, le modèle économique, il est basé sur ce qu'ils appelaient une redevance locative. Donc, quand on est entreprise, association, on loue un espace, et s'il n'y a pas de loyer, c'est une redevance. Donc, ça vient alimenter le fonctionnement du tiers-lieu. Mais au prix où sont les mètres carrés dans des grandes villes, tout le monde a intérêt à être dans ces tiers-lieux parce que c'est abordable, parce qu'il y a une autre vie, etc. Mais l'économie se fait très vite là-dessus. Or, nous, en milieu rural isolé, il n'y a déjà pas de marché réel de l'immobilier de travail. Alors là, le marché de l'immobilier particulier, ça c'est un très gros souci, mais ce n'est pas le sujet. Mais de l'immobilier du travail, c'est-à-dire rechercher un bureau ou rechercher un local pour une activité, il y a très peu d'offres. Et souvent, en fait, on a plutôt des personnes qui ont même une petite maison, mais ils ont un garage. Donc, ils vont faire leur activité dans le garage. Le problème de la place ne se pose pas du tout de la même manière. Donc, nous, le modèle éco, c'est une rentrée, mais les locaux sont extrêmement abordables. Et nous avons complètement adapté notre façon de faire aux porteurs de projets qui sont venus un par un avec des moyens particuliers et souvent très peu de moyens parce que ce sont de jeunes entreprises qui se lancent et notre défi, c'est de les aider progressivement à déployer leur activité. Et donc le loyer ne peut pas être celui qui est pratiqué dans les grandes villes, on va dire ça comme ça. Et le quatrième source de financement, c'est aussi tout ce qui est activité propre, c'est-à-dire tout l'événementiel, de la billetterie, le café associatif, et aussi quelque chose qu'on a appelé de l'ingénierie culturelle, parce qu'on a des demandes pour accompagner un festival, parce que dans l'équipe, on a des ressources, des compétences là-dessus, donc on accompagne sur des stratégies de communication, par exemple. Et ça, c'est un service qu'on a créé et qui rend service aussi au territoire. Même question à Akira, et puis ensuite on verra avec Jean-Luc des exemples concrets d'OT transformés en lieux hybrides. J'imagine qu'à Gavre, à la Maison Glaze, l'économie, les revenus de l'outil, de la structure, ça se joue l'été. Sur 2-3 mois. Pas forcément. Pas forcément, justement. Alors, il y a deux réponses, parce qu'en plus, moi, j'ai mon banquier dans la salle. D'accord, ok. Donc, alors, non, mais au-delà de ça, c'est pas un banquier, c'est un financeur. Ouais. De l'économie sociale et solidaire. Alors, je vais dire en parapluie que notre modèle économique, c'est le rêve social et politique qu'on vend et qu'on essaie de construire. C'est ça qui fait que les gens viennent aussi, que ce soit les voisins, les Gavrais, ou que ce soit des gens qui viennent d'un peu plus loin, du Morbihan, de Nantes, etc. Alors, une fois que j'ai dit ça, notre modèle économique, alors si je vais voir un banquier, justement, et nous, on est nés sans subvention au départ, donc cet enjeu de trouver une manière de sortir de terre dans un endroit où personne ne croit qu'on puisse venir faire du télétravail loin des villes, à l'époque, on parle d'avant le confinement, donc c'était un projet qui était vraiment trop bizarre pour plein de gens sur le territoire, et qui ne croyaient pas du tout. Donc oui, il a fallu, on s'est pris d'ailleurs quelques patates quand on a présenté le dossier aux banques, c'était compliqué. Et donc au départ, nous on est nés sans aucune subvention, mis à part juste les subventions que tous les commerces peuvent avoir et qui sont délivrées par l'agglomération. Et là, nous, on a fait un choix qui était un choix qui a été très discuté et qui, pour certains, peuvent aussi être discutables. Mais nous, on a fait ce choix-là parce qu'on considère que ça participe aussi du processus social qui est à l'œuvre et de l'expérience sociale qu'on essaie de créer à Gavre.
c'est de vivre grâce aux revenus de l'activité d'accueil. Donc on a 26 lits, effectivement. Physiquement, notre infrastructure, c'est 26 lits hôteliers qu'on peut mettre dans des cases qui sont un gîte d'étape avec des cabanes insolites et puis un peu d'hébergement de plein air. On accueille des colonies de vacances aussi. Ça, c'était l'engagement que la mairie nous avait demandé de prendre. Et puis on fait ce que les professionnels du tourisme appellent du MICE. Donc c'est l'accueil de séminaires, de groupes, de formations, etc. On fait aussi de l'événementiel. Donc là, on va un peu comme ça. Là. On loue des salles. Alors là, les gens peuvent faire aussi des événements familiaux, etc., etc. Donc on fait comme Françoise aux ateliers Jean Moulin, enfin comme aux ateliers Jean Moulin, où est Françoise plutôt, parce que c'est pas chez elle les ateliers Jean Moulin, mais comme aux ateliers Jean Moulin, on accueille notre modèle, il porte beaucoup sur l'accueil de groupe. Parce qu'on est sur des territoires où il y a pléthore d'appartements, de gîtes, voilà quoi. Et puis dès qu'il s'agit de pouvoir accueillir des groupes d'un peu plus forte taille, là c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est, on va dire, notre modèle. Mais après tout, n'importe quel autre acteur professionnel du tourisme pourrait faire ça aussi, quoi. Qu'est-ce qui fait que chez nous, ça prend une coloration particulière? C'est le récit de territoire. C'est le fait qu'à cet endroit-là, c'est un lieu qui vit, quoi, qui vit toute l'année, qui accueille la vie festive et associative locale, qui est avec les habitants, etc. Et c'est ça, en fait. Et c'est aussi... on a aussi un tourisme militant, si je peux utiliser ce mot-là. Mais en fait, des gens qui viennent nous voir aussi un peu de toute la France pour savoir comment est-ce qu'on s'y est pris. Des gens qui viennent aussi parce que c'est leur conviction. Qui se disent, moi, j'ai pas envie, je ferai pas un week-end à Prague en Airbnb EasyJet. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir à vélo, voir comment ça se passe et comment d'autres sont en train d'inventer des territoires alternatifs, des territoires sur lesquels nous, en particulier, quand je disais tout à l'heure, les tiers-lieux de travail des politiques publiques par le bas, nous, celle qu'on travaille, c'est celle de l'adaptation du territoire aux effets du dérèglement du climat. Comment est-ce qu'on réfléchit, on explore d'autres manières d'imaginer sa mobilité sur son alimentation, sa consommation, etc. D'autres manières de créer de l'entraide et tout, quoi. Vous êtes sur un site menacé on est sur un site qui est en train... le troisième rapport du GIEC a été publié hier soir. Et donc, dans ce rapport-là, c'est indiqué que, grosso modo, là, on est sur une trajectoire où, si on veut commencer à s'assurer qu'on est en dessous d'1,5 degré, la petite synthèse en 3 secondes, en dessous d'1,5 degré, là, c'est presque trop tard. Là, il faut drastiquement réduire nos émissions. Et si on s'y colle bien, si on réduit à partir de 2025, on pourra peut-être rester en dessous de la barre des 2 degrés en 2050. Donc, en gros, ce que ça signifie pour nous très concrètement sur Gavre, le coup est parti. Donc, on va a priori redevenir une île d'ici la fin du 21e siècle, donc en 2100, ce qui n'est pas un drame en soi. Ce n'est pas forcément un drame, on vit très très bien sur des îles, demandez aux Groisillons, aux Belle-Îlois, c'est super. Par contre, ils sont organisés, parce que ça fait longtemps que ce sont des îles. À nous maintenant de réfléchir à des manières de produire sur le territoire, de consommer différemment, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les méthodes, en tout cas les besoins qu'on a besoin, pour lesquels on a besoin de s'organiser pour faire face à ce qui vient de demain, sont justement les solutions dont on a besoin aujourd'hui pour lutter contre les effets de la dévitalisation en milieu rural, des problèmes de ruralité isolée, de problèmes de liens et de dépendance de personnes âgées, etc. Donc au final, on travaille pour aujourd'hui notre territoire et on construit ce qui permettra sa résilience de demain. C'était ma question. Vous vous en souvenez de ma question, Cara ? Oui, modèle économique. C'est hyper longtemps, c'est hier. Je voulais dire qu'en gros, l'été nourrissait l'hiver, parce que c'est important. Alors, l'été nourrit l'hiver. L'idée, c'est que le lieu vive 12 mois de l'année, y compris l'hiver, où il n'y a pas grand monde, mais vous allez me dire le contraire. Donc, effectivement. En fait, nous, on a une saisonnalité qui est très claire, mais cette saisonnalité, en fait, on accueille des publics qui sont tellement différents, et qu'on a aussi des effets de manche. On travaille à animer le territoire toute l'année, tous les jours, quoi. Et ce qui fait qu'au final, ce qu'on remarque, c'est qu'on a à peu près 45% de taux d'occupation, si on peut dire ça comme ça, qui est lissé. En gros, tous les week-ends sont complets toute l'année.
Vous avez même bloqué les réservations. On bloque même les réservations. En fait, on fait en sorte qu'un week-end sur 3, sur 4, enfin, on a 3 week-ends où on peut privatiser, et ce dernier week-end, on se le garde pour nous, pour être sûr qu'on puisse avoir notre programmation climat, biodiversité, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ces marges qu'on fait l'été, on les lisse, on est un modèle non lucratif. Il y a une société de gestion, une SAS, qui répond aux critères de l'économie sociale et solidaire, et qui est aussi entreprise d'insertion. Les marges qu'on génère l'été, en fait, on les redispatche, on les relisse en trésorerie, et on va créer des emplois toute l'année. Donc là, au cœur d'hiver, on était 8 ou 9. 8 et maintenant 9 salariés temps complet sur la structure. On est devenu le premier employeur privé de Gavre à l'année en 2 ans d'activité. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Et l'année dernière, on a accueilli quand même, on peut le dire, puisqu'on est des professionnels du tourisme entrés par effraction dans ce secteur-là, on a accueilli 12 000 visiteurs sur une année. Donc c'est pas forcément anecdotique, sur 690 habitants à l'année, ça fait quand même une drôle de fréquentation. Pour terminer sur cette histoire de modèle économique, oui, puisque c'était ça. Donc l'enjeu, c'est, j'ai commencé par dire que notre modèle économique, c'est le rêve politique et social qu'on essaie de construire. Et d'un certain côté, il ne faut pas non plus que ça reste un rêve. Il faut aussi que, si on veut que les gens continuent de rêver là-dessus, il faut démontrer qu'il y a une vraie viabilité, qu'on ne promet pas du sang et des larmes, mais qu'on promet des modèles qui sont réellement créateurs de valeur, qui partagent aussi la richesse et qui permettent de dire que l'économie sociale et solidaire, qui aujourd'hui semble être une alternative de doux chasseurs de papillons, en fait, ne sera pas une alternative, elle deviendra la norme dans le monde qui vient, dans un monde où on va devoir partager. Et il y a beaucoup... il y a un fan. Il y a beaucoup d'offices de tourisme, d'acteurs locaux, d'élus qui réfléchissent là, depuis le confinement, la crise. L'a confirmé Jean-Luc, les habitants sont des touristes aussi, et les offices de tourisme peuvent se transformer en nouveaux lieux hybrides. Alors on va dire tiers-lieux pour faire un raccourci. C'est une vraie réflexion dans l'air du temps. Alors juste avant, vous voulez rebondir pour aussi réagir sur ce que disait Akira, il est sûr que moi je milite vraiment pour que quand on parle d'offres touristiques aujourd'hui dans un territoire, on identifie bien l'offre touristique de l'économie sociale et solidaire, qui a un vrai sens d'un point de vue du visiteur. Et ces demandes de « je veux découvrir la façon dont des acteurs locaux ont pu changer le territoire, inventer des nouveaux modèles », est vraiment aujourd'hui une demande. Et on le voit bien, et les 2 exemples montrent bien qu'il y a une nouvelle gamme d'offres touristiques autour de ça, qui a du sens, et qu'il faut prendre en compte et qu'il faut afficher aussi sur les territoires. Ça, c'était juste le rebond. Je rebondissais juste par rapport à ça. Sur la question office de tourisme et tiers-lieux, je disais en introduction, ben oui, on parlait beaucoup depuis plusieurs années du fait qu'il fallait s'ouvrir aux habitants et qu'il y avait un intérêt. Le modèle des tiers-lieux est arrivé et tout le monde s'est dit « ah ouais, c'est ça qu'il faut faire ». Et puis en fait, ça ne s'est pas fait dans les offices de tourisme pour cette question notamment de gouvernance qui a été très très bien exposée par Akira et Françoise, où on comprend bien que finalement un service public qu'est un office de tourisme, parce qu'un office de tourisme, à la base, c'est quand même un service public, un outil de la collectivité, n'est pas dans cette gouvernance-là. Par contre, les tiers-lieux n'ont pas le monopole, si j'ose m'exprimer, on est en campagne électorale, vous voyez, donc, n'ont pas le monopole de la façon de tisser du lien. Et donc aujourd'hui, on en sera tous d'accord, il y a beaucoup d'offices de tourisme qui sont sur de nouveaux modèles où on arrive à tisser du lien entre habitants et visiteurs. Ce ne sont pas forcément des tiers-lieux au sens qui a été évoqué tout à l'heure, mais ce sont des expériences qui sont assez intéressantes et je pense qu'on peut vraiment les mettre en avant. J'ai découvert il y a assez peu de temps, par exemple, un office de tourisme du département du Nord qui s'appelle Cœur d'Ostrevent. Donc c'est un territoire où il n'y a pas vraiment de capitale, c'est pas très loin de Roubaix, et c'est au cœur d'un bassin minier. Et il y a une communauté de communes qui a un petit office de tourisme, il y a 4 salariés, 3 salariés et demi exactement, qui a aménagé la pharmacie d'un ancien village minier pour en refaire un bâtiment assez sympa, il y a 600 mètres carrés, confié en gestion à l'office de tourisme,
où on va retrouver évidemment de l'accueil touristique, ça c'est bien logique, mais on va y retrouver également un restaurant qui a été confié à un privé, mais qui est extrêmement agréable, et avec un parc où il y a plein de vélos, puisqu'il y a des pistes cyclables qui arrivent, donc l'office de tourisme gère des locations de vélos, etc. Gère également des espaces collectifs, où on peut, des espaces de travail partagés, etc. Et gère au sous-sol, à côté d'un escape game, une salle de jeu, en fait, où on peut venir jouer à des jeux de société, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est l'appropriation des habitants de ce lieu-là. La directrice Karen m'expliquait que les ados, à la sortie des classes, les enfants et les ados, ils viennent facilement dans cet endroit-là pour profiter de cette salle de jeu où ils sont chez eux. Et où d'ailleurs, il y a une maman qui l'a appelé l'autre jour en lui disant voilà, il y a mon ado, il me dit qu'après l'école, il vient à l'office de tourisme et je pense qu'il me ment parce qu'il n'a rien à faire dans un office de tourisme. En fait. Et ça, cette anecdote, ça montre vraiment que c'est réussi, que ça fonctionne bien. Et sur un modèle alors totalement différent, à Arcachon, l'office de tourisme s'est installé dans un énorme bâtiment, là, je crois qu'il fait 3900 mètres carrés, un truc énorme, où la mairie a tout mis à l'intérieur. La ludothèque, la médiathèque, un musée numérique, l'office de tourisme extrêmement accueillant, avec voilà, des fauteuils. Enfin, on n'est pas dans l'office de tourisme à l'ancienne, il y a des couleurs, il y a des outils, etc. Il y a même, ils ont trouvé en faisant les travaux un bunker de la Seconde Guerre mondiale qui a été muséographié et qui est devenu un lieu de visite extrêmement intéressant. En 2021, il y a 350 000 personnes qui sont passées dans ce lieu. Donc la moitié vraiment à l'office de tourisme, la moitié pour les associations, mais c'est aussi la maison des associations, etc. Et il y a des interactions entre l'ensemble des services qui fait que je vais chercher un livre, je vais aussi m'intéresser à mon programme du week-end, les élèves qui viennent après la classe peuvent utiliser le bunker, etc. Et donc là, on est vraiment sur une question de service public, mais où on a réussi, dans une ville plutôt traditionnelle, et dans un équipement qui, à la base, est vraiment municipal dans sa gestion, à mixer les publics. Et ça, je trouve assez intéressant. Est-ce que c'est une réponse à la baisse de fréquentation que l'on constate dans beaucoup d'offices de tourisme ? Il est sûr que, je le dis souvent, que l'office de tourisme qui se limiterait à la fonction traditionnelle d'information touristique, c'est-à-dire donner des documents avec des listes d'informations, n'a aujourd'hui plus beaucoup de raisons d'être quand on a 95% des personnes qui sont sur un territoire qui ont un smartphone et qu'on a une connexion 4G qui est à peu près de bonne qualité. Donc, sur cette fonction-là, c'est totalement vieillissant, comme d'ailleurs la majorité des personnes qui fréquentent ces lieux-là. Par contre, que l'office du tourisme, en termes d'animateur de territoire, ait beaucoup d'autres choses à faire et du lien à tisser, là, je suis persuadé que c'est une bonne réponse. Et après, est-ce qu'il faut chercher la fréquentation ? Est-ce qu'il faut chercher le nombre ? Parce que finalement, il y a des offices de tourisme où vous avez 1000 personnes qui passent dans la journée. Est-ce que franchement, l'expérience de chaque visiteur, le lien avec le territoire a été bonne ? Alors qu'il y a des offices de tourisme où vous avez 50 personnes qui passent, mais qui auront découvert une parcelle de territoire, qui auront découvert des acteurs, qui auront participé à une expérience. Donc moi, sur la fréquentation, là aussi, c'est quelle fréquentation en nombre, mais quelle fréquentation en qualité, pour quel apport pour le visiteur et pour le territoire, puisqu'on est toujours sur une question d'échange, finalement, entre les deux, quoi, en fait. Les habitants ont-ils été impliqués dans l'histoire de Jean Moulin et fréquentent-ils le lieu au quotidien, je crois. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il n'y a pas de souci. Ça me permet de faire le lien aussi avec ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, on n'a absolument pas le monopole du lien social. Mais ce qu'on observe, c'est que d'abord, comme disait Akira, c'est notre cœur, c'est ce qui fait battre notre cœur, c'est-à-dire de maintenir, de créer, de retisser ce lien social. Et les personnes qu'on voit arriver, par contre, que ce soit des voisins, ou que ce soit des voisins plus lointains, ou des voyageurs, comme vous les appelez, ils viennent chez nous parce qu'ils ont soif de lien social. C'est ça qui me surprend, je dirais qui me surprend encore, parce qu'ils viennent voir, il y a une curiosité d'abord, je viens voir. J'ai encore des voisins, il y a encore des voisins qui savent pas ce qui se passe, malgré les portes ouvertes, malgré tout ce qui se passe, mais régulièrement on a des voisins qui viennent voir
ou des gens en vélo, ou des personnes qui viennent nous voir parce qu'ils ont vu sur la carte qu'il y avait un tiers-lieu. Donc là, on va retomber sur une sorte de typologie de personnes qui se promènent avec des intentions particulières. Ils viennent voir, ils viennent comprendre et ils viennent agir. Donc moi, ces 3 verbes-là, je les trouve essentiels parce que c'est pas du tout la vision, si je suis dans le tourisme, dans la vision de ma génération, évidemment, je suis plus du tout là-dedans. On vient voir, on vient comprendre et on vient agir. Et dans la 3e, agir, ça va être ah oui, mais là, il y a un atelier de coutelier, est-ce que je peux apprendre à fabriquer un manche de couteau? Et là, on est obligé même, nous, de répondre à la demande et d'inventer des propositions auxquelles on n'avait pas pensé, parce qu'il y a cette demande de faire. Mais ce n'est pas une demande d'un faire individuel, et c'est ça qui nous passionne, c'est une demande de faire ensemble. On a des familles entières qui arrivent, peut-être qu'on peut juste mettre l'autre visuel si c'est possible, c'est juste pour montrer le transat. Merci. On a construit des transats, on avait besoin de transats dans les extérieurs. On a construit des transats avec des charpentiers de marine qui sont sur le site et des architectes. Ils ont designé un petit objet super sympa. Mais quand on a commencé à faire ça, on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres personnes que ça intéresse. On a ouvert carrément le chantier à qui veut. On a eu des voisins, proches et lointains, et des personnes qui étaient en vacances sur le Cap. Ils venaient en famille, avec les tout petits. On leur dit, non mais attendez, c'est pas adapté aux tout petits. C'est pas grave. Tout le monde s'est pris en charge. L'important, c'est que ces familles-là ont réalisé quelque chose ensemble. Et donc, il y a le ensemble avec nous, et il y a le ensemble par rapport aux petits groupes qui viennent chez nous. Ça va sur d'autres échelles aussi. Hein. Le transat s'est perdu entre le 29 et le 35. Ça n'a aucune importance. C'était juste visuellement. Moi, ce qui m'intéresse aussi dans l'observation de pourquoi ces personnes franchissent le portail, on a très peu de communication, parce que pour l'instant, on n'est pas outillé pour communication en signalétique et communication sur tous les supports. Et on voit quand même arriver beaucoup de monde. Donc on se dit, il se passe quand même quelque chose. Et je pense que ce qui les intéresse, et ce qui les fait rester, ce qui les fait partager des choses et des moments avec nous, c'est qu'ils apprécient une aventure qui est à hauteur d'homme. C'est la question du récit dont tu parlais tout à l'heure, d'un récit de territoire. C'est un récit de territoire aussi. On s'ancre sur une histoire qui est douloureuse. Un lycée qui ferme dans un milieu rural isolé, c'est une douleur, ça reste une douleur d'avoir perdu toute cette jeunesse alors qu'on est dans un territoire extrêmement vieillissant. Donc c'est une douleur pour un territoire, et en même temps, il a une histoire, ce lieu a une histoire fantastique, même avant le lycée. Donc on s'est pris aussi au jeu d'inventer ce qu'on appelle une mémoire partagée avec tous ceux qui sont passés par là. Et on a vraiment des personnes qui viennent sur le Cap Sizun parce qu'elles sont passées à un moment dans leur vie. On en trouve encore sur les marches en train de pleurer. Ça a été le cas il y a encore 15 jours. Une dame qui est venue, qui pleurait sur les marches parce qu'elle n'avait pas mis les pieds ici depuis 30 ans. Ça arrive aussi d'avoir des larmes dans le hall quand c'est plus de 40 ans qu'on n'a pas mis les pieds Et ça, cette construction de la mémoire partagée, cette valeur patrimoniale finalement qu'on voulait travailler, on l'a travaillé d'une manière extrêmement vivante. On ne voulait pas faire un conservatoire, mais finalement, il nous donne des choses, et notamment des images. Donc on travaille sur cette question de lien social à travers l'image, que je trouve que c'est un média extraordinaire justement pour la médiation. Et je voulais juste aussi terminer là-dessus sur pourquoi on a cette attractivité-là. Je pense aussi que la culture des tiers-lieux, en tout cas celle que nous on porte, c'est une culture de nomades. Et qu'en fait, les nomades parlent aux nomades. Donc les gens qui voyagent, ils viennent ici aussi pour faire une halte, pour découvrir et pour se nourrir aussi, parce que ce sont des lieux qui inspirent. Le voyageur recherche la respiration et l'inspiration. Il cherche les deux. Enfin, pour moi, c'est ce que j'observe. Et cette question du nomadisme, elle est fantastique, parce qu'on a des personnes qui, comme tu disais tout à l'heure, viennent exprès parce qu'ils savent que c'est un lieu, un espace où il y a une militance, où il y a des gens qui ont développé des compétences, des idées, des actions aussi. Donc ils viennent voir comment ça résonne avec la leur.
Et ils viennent en se disant, ah oui, alors à Arcachon, il se passe ça. Ah, mais je suis passé à Strasbourg, ils avaient inventé ça aussi. Ah, ça, je l'ai déjà vu à Roubaix. Et ils repartent, souvent en vélo, des vélos aussi que certains fabriquent carrément. Hein. Il y a vraiment, ça va jusque-là dans les gens qu'on voit passer, en bateau, etc. Et c'est ce nomadisme aussi qui rend les choses agiles. Ouais. Et d'ailleurs, comment vous gérez les flux de visiteurs qui viennent voir comment vous fonctionnez, etc. C'est une organisation aussi d'accueillir en permanence des gens qui viennent piquer vos super idées. Vous faites des formations aussi. Ils viennent pas piquer des idées. Ils viennent observer. Et en plus, ils nous en donnent plein. Ouais. Donc, comment on gère ça? Simplement, on leur sert des cafés. Hein. Ouais. La question se pose aussi à Jean Moulin. Non, en fait, il y a à la fois l'accueil du quotidien, et puis il y a aussi des moments qu'on utilise. On s'est rendu compte qu'on était très sollicité pour ça, et donc on a regroupé tous les derniers vendredis du mois. On a 2 heures où on fait une sorte de micro porte ouverte. On a aussi organisé ça avec Bretagne Tiers-Lieux, où on a ce qu'on appelle les fenêtres ouvertes, qui sont des moments où on accueille des porteurs de projets, mais cette fois plutôt en visio, pour ce genre de choses. Et en 30 secondes, Françoise, vous avez, pour faire le tour du lieu, il faut 2 heures. Donc quand quelqu'un vient et veut visiter le lieu, c'est hyper chronophage, quoi. Ah, c'est pas possible de visiter comme ça, parce que les gens travaillent. Il y a 15 entreprises qui travaillent. Donc on fait pas de visite. On en faisait au tout début, on n'en fait plus comme ça. Par contre, on a ce qu'on appelle une permanence permanente, c'est-à-dire qu'il y a un accueil permanent de cette demande de je viens voir, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce que je peux faire là, et on réfléchit à un modèle de visite, enfin en tout cas un format de visite mensuelle ou je ne sais quoi, de manière à proposer à tous ceux qui le veulent une grande visite. C'est une vraie question pour une petite équipe dans un grand lieu ou pour tous les lieux. Si je peux réagir sur ce sujet-là, pour les offices de tourisme, les tiers-lieux ont vraiment un intérêt en termes aussi de relais d'information et de participer à l'offre touristique. En Nouvelle-Aquitaine, la MONA, qui est la Fédération des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine, que je connais bien, a travaillé avec la coopérative des tiers-lieux, a animé un groupe de travail avec une vingtaine de tiers-lieux qui souhaitaient s'ouvrir plus au tourisme. Ou parce qu'ils étaient dans des lieux touristiques, ou pas d'ailleurs, mais parce qu'ils avaient des lieux de patrimoine où ils sentaient, comme le disait Françoise, cet intérêt du public, etc. Et ça donnait lieu à l'édition d'un petit précis du tourisme dans les tiers-lieux qui a été édité à l'automne dernier, qui est en ligne sur les sites de la coopérative des tiers-lieux et de la MONA, et qui est assez intéressant parce qu'il y a eu à la fois une charte un peu de la part de ces tiers-lieux pour dire voilà comment nous, et ça rejoint vraiment tout à fait ce que disait Akira aussi sur cette nouvelle forme de tourisme et sur le lien qu'on peut avoir sur une destination entre un service public du tourisme qui est l'Office du tourisme et puis des acteurs engagés pour le territoire, qui sont souvent les tiers-lieux, et qui peuvent être un complément, où là, il peut y avoir vraiment une convergence de vues. Pierre-Yves, j'ai le sentiment que les projets portés par des individus motivés ou des petits collectifs sont plus efficaces. Alors, plus efficace, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui fait qu'un tiers-lieu va fonctionner, c'est vraiment le collectif de départ, la mayonnaise citoyenne. On a beaucoup parlé finalement d'une approche assez militante d'un point de vue sociétal, à la fois dans l'intervention de Françoise et d'Akira. Et si cette mayonnaise militante porte le projet, le défend et a une vraie vision de la manière dont elle veut construire son tiers-lieu, le tiers-lieu a toutes les chances de réussir. Alors après, il y a plein d'embûches, mais comme toutes les entreprises de l'ESS avec des modèles économiques hybrides, avec de la complexité, il y a très souvent un mélange de ressources publiques, privées, il y a des bons équilibres à trouver. C'est complexe, mais en tout cas, là, il faut une bonne mayonnaise au départ, un collectif d'entrepreneurs ayant une vision et sachant quelle orientation il ou elle souhaite prendre pour le tiers-lieu. Est-ce que vous accompagnez déjà ou voyez venir des projets très anglais touristiques sur des tiers-lieux? Très anglais touristique, oui. Alors ça représente encore quand même une part assez limitée quand on prend la totalité des projets de tiers-lieux. Mais c'est à travers les projets ici représentés, on a des bonnes illustrations de projets qui drainent des visiteurs sur des sites particuliers. Ça représente aujourd'hui un peu moins de 20% de la totalité des tiers-lieux qui s'adressent à nous. Alors après, c'est des statistiques, il n'y a pas de statistiques vraiment arithmétiques, hein,
c'est un peu au doigt mouillé que je vous le fais. Mais c'est sans doute une orientation forte des projets tiers-lieux qu'on va voir dans les années à venir. Il est arrivé, Jean-Luc, des mutations OTTL, voilà, c'est super, j'ai dit OTTL, se foire. C'est souvent politique, finalement. Oui, notamment le bel exemple qu'il y avait en Lot-et-Garonne de ce lieu ouvert, un tiers-lieu vraiment ouvert, et quand le touriste arrivait, c'était géré par l'Office du tourisme. Le touriste arrivait, on le mettait à la table d'habitants, et c'est les habitants qui lui expliquaient le territoire. C'est juste que entre l'association qui gérait le tiers-lieu et la municipalité, ça n'a pas marché. Donc c'est là-dessus qu'on revient vraiment au propos de départ. On est d'un côté sur un service public et de l'autre côté, on est sur des projets collectifs. Donc c'est ce qui peut arriver. Mais par contre, il y a l'inverse aussi. Dans le Seignax, là, c'est dans le sud des Landes, le mois prochain, va ouvrir un nouveau lieu. Et l'association Office de tourisme se transforme vraiment en tiers-lieu. Et là, ce sont les administrateurs qui l'ont souhaité et qui adhèrent à la coopérative des tiers-lieux et qui, vraiment, dans la gouvernance même, s'ouvrent beaucoup. Et donc là, l'Office de tourisme est vraiment en train de muter. Mais c'est vrai que c'est assez rare. Ce serait quoi cette mutation idéale, finalement? La mutation idéale, c'est que dans la gouvernance aussi, on ouvre les gouvernances des offices de tourisme aux habitants aussi, à des acteurs divers, et pas uniquement aux professionnels du tourisme, ce qui est le cas aujourd'hui, en plus des élus, et qu'on puisse, dans les lieux, un peu comme là ça se fait déjà, ouvrir vraiment aux habitants et à divers acteurs. Et après, il n'y aura pas de modèle précis, puisque à chaque lieu, on trouvera, un peu comme dans un tiers-lieu, un modèle, quoi. Akira, dormir, travailler, faire la fête, explorer ensemble le monde qui vient, se connecter à la nature, c'est le paradis, la Maison Glace. Il n'y a pas de galère, tout roule, vous n'êtes pas en sous-effectif, tout va bien. Oui, bien sûr, c'est le paradis. Mais non, mais après, en fait, pour le coup, c'est aussi toutes les galères qu'on peut trouver dans tout projet associatif. On a une association, Maison Glace, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire en gestion, et puis une association. La vie associative, animer une vie associative pendant le Covid, fallait ramer, quoi. C'était l'enfer, c'est toujours un peu en dents de scie, etc. Donc voilà, bon, et puis ça vit sa vie, ça suit son cours. Sur la partie entreprise, nous, on s'est rajouté une couche récente là, de complexité avec la question de devenir entreprise d'insertion, qui est à la fois un très chouette projet social et d'un autre côté, de très nombreuses contraintes administratives et financières qu'on s'est posées, et puis des contraintes, pas forcément des contraintes, mais enfin c'est des sujets, si on revient là pour le coup à notre métier, convention collective et autre chose, on appartient à la convention collective CHR, beaucoup de gens connaissent ici, donc café, hôtel, restaurant. On a des contraintes spécifiques d'opération, avec des moments d'activité dans la journée, d'autres où il n'y en a pas, etc. Et donc, et un métier pour lequel aujourd'hui, dans ce secteur-là, les gens ne recrutent pas. Enfin, recrutent énormément, mais il y a plus ils ne trouvent pas en fait de candidats. Alors nous, on a cette chance de ne pas avoir ce problème de refus de candidats, puisqu'on a plutôt une forte attractivité pour les personnes qui cherchent des emplois en insertion dans ce secteur. En revanche, au bout de 3 semaines chez nous, ils ont acquis une telle attractivité pour d'autres employeurs qui s'en vont. Et aujourd'hui, il y a une vraie course au salaire dans le métier CHR, pour laquelle nous, en tant qu'entreprise d'insertion, c'est comme bienvenue à Gattaca. On donne un emploi, une formation. Mais c'est vrai, on donne un emploi, une formation, un accompagnement, un projet professionnel. Et on est heureux quand les gens s'en vont, parce que ça veut dire qu'on a fait notre boulot. Donc voilà, on est content. Mais par contre, nous derrière, voilà, il faut qu'on retrouve à remplacer, etc. Donc c'est un vrai défi social. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, on a les complications, tout un tas de structures, qu'elles soient entreprises ou associatives. Et puis clairement, oui, on est surtout assez victime d'une crise de croissance qu'on n'avait pas pu voir venir en fait. On n'avait pas du tout imaginé qu'on serait aussi nombreux dans l'équipe salariée, qu'on accueillerait autant de visiteurs. Et on est parti d'un truc qui était un rêve, une utopie collective, à
quand même un modèle où il faut quand même accueillir des gens dans de bonnes conditions, respecter les règles du code du travail, respecter les règles d'hygiène, HACCP et compagnie. Et derrière, en fait, il y a tout un tas de process, un mécanisme de professionnalisation qu'on vit et qui ne doit pas non plus concourir à éteindre la créativité et l'envie qu'on avait dans les tripes. Et en 2 mots, Akira, comment vous êtes perçu par vos confrères voisins, acteurs du tourisme? Ça doit être un peu intriguant pour eux, non, parfois? Ouais, mais on se parle bien, puis on s'envoie les gens. Non, ça va, franchement, pas de difficulté. On est d'ailleurs tous réunis dans une association qui s'appelle l'Accent sur Gavre, qui est une association de toutes les forces vives gavraises, commerçants, associations, etc. Et au contraire, en fait, on essaie plutôt d'imaginer une programmation collective sur l'année, etc. Donc c'est plutôt bien. Il y a une question pour vous, Françoise. D'Alexane, de combien de personnes est composée votre équipe, donc aux ateliers Jean Moulin? Combien sont salariés? La part peut-être bénévole, engagement, salarié? Alors ça, c'est très simple. On a un noyau dur dont Geoffrey fait partie ici. On a donc 4 personnes qui sont salariées sur des postes clés, c'est-à-dire l'hébergement. Moi, c'est la coordination. Je fais aussi infirmière, assistante sociale, comptable, tout ce que vous voulez. C'est un poste assez multiple. Et après, on a une personne dédiée à la responsabilité technique du site, parce que 17 000 m² à entretenir, vous imaginez bien les affaires. Et on a un 4e larron, qui est Noémie, qui, elle, travaille sur le développement des projets culturels et sociaux. Elle a plus cette veine-là. Ça, c'est le noyau dur, donc salarié. Et comme l'a dit Akira, on est dans le même cas que vous et que bien des tiers-lieux. On travaille toute l'année, on est ouvert toute l'année. On a juste vraiment une toute petite fermeture entre Noël et Jour de l'An, qui est une vraie fermeture, où là, il y a pratiquement plus une personne sur le site. Mais en dehors de ça, il y a toujours ou de l'hébergement ou de l'activité, quelle qu'elle soit, ça grouille. Donc autour de ces 4, du noyau dur, il y a d'abord un premier cercle, parce que nous on travaille beaucoup par cercle, on a un premier cercle de collègues qui sont ou présents sur le site ou régulièrement présents sur le site, qui eux travaillent à la prestation, donc ils viennent donner du temps sur le site, en partie bénévole et en partie rémunéré. Et ensuite on a un cercle. Alors ce cercle-là, il est très mouvant, parce que c'est des personnes qui ont des activités ailleurs, donc ils disent bon là, j'ai pas de production pendant 3 mois, je viens travailler aux ateliers pendant 3 mois, ou 4, ou 5, ou 6, ou 15 jours. Après, il y a les bénévoles qui sont, alors là, pour le coup, en termes de difficulté, pour nous, c'est plus difficile d'avoir la présence de beaucoup de bénévoles sur les saisons hivernales. Sur les saisons estivales, comme on est en bord de mer, c'est très facile de venir dormir chez nous, venir travailler et prendre sa planche de surf ou autre chose. C'est très, très attractif. L'hiver, il y a un peu moins de gens dans l'eau. Il n'y a plus que les gens du Finistère qui sont dans l'eau. Voilà. Ça, c'est important. Ce qui sans fait... combi, sans combi. Si, avec combi. Ah bon, ça, c'est un mythe, là. Ils sont en combi. Ce qui fait qu'on pourrait quantifier... C'est difficile de quantifier chaque année. Et une année ne ressemble pas à une autre. L'année dernière, on avait des personnes dans l'équipe qui ne sont pas là cette année. On va en intégrer une nouvelle. Après, il y a potentiellement 2 postes de volontaires de service civique, puisqu'on travaille avec la Ligue de l'enseignement. On est adhérent à la Ligue de l'enseignement pour l'accueil de ces volontaires. Il peut y avoir aussi des personnes qui sont en stage. Donc potentiellement, c'est une équipe qui va tourner entre 8 et 10 personnes, en particulier à partir de maintenant jusqu'au mois d'octobre. Merci Françoise pour ces explications et pour votre œil averti sur ces tiers-lieux qui explosent en France. À France Active, quand vous accompagnez, en général, ça va au bout, hein, les projets, Pierre-Yves. Souvent, parce que c'est un filtre, en fait. J'espère, oui. Enfin, on essaie de jouer ce rôle de critique bienveillante. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans le réseau France Active, c'est-à-dire que souvent, quand il y a des projets, tout le monde dans l'entourage supporte l'entrepreneur, et c'est très bien, il y en a besoin. Nous, on va être vraiment ce petit aiguillon-là qui permet vraiment de circonscrire le risque pour le bien de l'entrepreneur et également des financeurs publics, parce que derrière nous, c'est la région Bretagne, la Banque des Territoires. Donc, il faut aussi qu'on fasse attention quand on prête ou on garantit des emprunts bancaires.
Et derrière, on essaie de donner toutes les chances de réussite au projet en mobilisant de nouveaux outils de financement. Plus il y a de l'engagement sociétal, plus on va mobiliser des outils de conseil et de financement. Enfin, Akira, effectivement, elle a suivi quasiment tout le parcours idéal d'un entrepreneur tiers-lieu parce qu'elle est passée par une garantie d'emprunt au départ. Ensuite, il y a eu un prêt participatif. Là, maintenant, elle m'apprenait tout à l'heure, j'étais même pas encore au courant, donc j'apprends des choses sur ma structure, c'est bien, qu'elle allait peut-être travailler avec nous sur le DLA, le dispositif local d'accompagnement, pour accompagner d'autres tiers-lieux avec toutes les compétences qu'elle a pu acquérir à travers son projet. Donc voilà, il y a toute une batterie d'outils qu'on mobilise au fil du temps, et plus il y a de l'engagement sociétal, plus on mobilise des moyens. Pierre-Yves Blouc, France Active, merci. Jean-Luc, vous pariez sur une année 2002 faste en transformation des offices de tourisme en lieu un peu nouveau, quoi. Oui, je parie sur l'envie des offices de tourisme vraiment de se transformer, parce que je pense que les offices de tourisme ont compris que si on n'évoluait pas en même temps que la société, que les envies, et si on ne répondait pas à ce besoin de lien social, comme le disait Françoise tout à l'heure, est vraiment ce qu'on voit tous les jours extrêmement fort. Il y a une demande quand les personnes rentrent dans les offices de tourisme, c'est surtout pour rencontrer quelqu'un en chair et en os. Donc ça, je crois que les offices de tourisme en ont bien conscience. La difficulté qu'on a dans ce réseau, c'est beaucoup plus de convaincre les décideurs, qui sont les élus, voire les conseils d'administration, voire les professionnels du tourisme, qui, eux, ont moins conscience de ce besoin de changement. Par contre, quand ils ont compris, qu'ils sont convaincus, ben on arrive à faire des choses formidables. Merci Akira également pour vos témoignages sur ces 2 jours. Bon retour à la Maison de Glaze à Gavre. C'est la petite pause du midi. On se retrouve à 14h pour la conférence « Comment penser des stratégies touristiques en refusant des futurs déjà obsolètes ». Ce sera bien sûr également à suivre en ligne, en distanciel. Et puis une table ronde ici dans le réfectoire. Comment favoriser l'attractivité des métiers du tourisme. Pardon ? C'est pas la pause ? C'est pas la pause, il y a encore une conférence. 11h45 ? C'est pas la pause ? Non, il faut regarder la page. Attendez, avant. Oh là là, oh la vache, il y a plein de trucs. Alors, j'ai zappé, 11h45, bah c'est maintenant. Pour le coup, je ne comprenais pas pourquoi on me faisait des grands signes, c'est parce que voilà, on doit laisser la place. Donc, ne quittez pas, si vous êtes en ligne, tout de suite, la suite au réfectoire avec une table ronde vers de nouveaux modèles économiques créateurs de valeur pour les territoires. Et ensuite, à la nef, regard croisé, au même moment, la magie du voyage, résultat de l'organisation ou de l'inattendu. Voilà, c'est dense, profitez-en. Merci, à plus tard. Merci.